Je saisis d'abord l'occasion pour renouveler ma reconnaissance à son Excellence M. Foressa Osimilanya Singbe, le président du Conseil, pour sa politique en faveur de l'éducation en général et particulièrement pour le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Revenant sur la question, il faut dire que l'année s'est globalement déroulée dans de très bonnes conditions. Le bilan est positif au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et pour ce qui concerne les examens, il faut dire que nous sommes encore dans certains des examens, donc les examens ne sont pas totalement clôturés encore au niveau de l'enseignement technique. Actuellement se déroule la certification de qualification professionnelle qui est le CQP et également la deuxième partie du brevet de technicien qui est le BT. Et la semaine prochaine, il y aura le CFA, le certificat de fin d'apprentissage, qui va commencer en début du mois de septembre. Mais pour les examens qui sont déjà terminés, les statistiques en termes de taux de réussite se présentent comme suit. On a eu 60,11% au bac 1, 66% au bac 2, au CAP qui est une formation professionnelle, 89,89%, au BT pour la première partie, donc l'admissibilité, qui tourne autour de 71,59%, et le BEP, le brevet d'études professionnelles, qui a un taux de réussite de 99%. Voilà globalement les résultats que nous avons eus. Et au regard de ces résultats, on peut dire que les objectifs sont suffisamment atteints. Les défis, il y en a, il y en aura. Et les principaux défis auxquels le sous-secteur de l'ETFP doit faire face en cette rentrée scolaire sont assez nombreux. Et principalement la généralisation de la formation en alternance dans tous les établissements et centres de formation professionnelle, publics comme privés. Il faut dire que c'est depuis 2022 que nous avons commencé par mettre en œuvre la formation en alternance. On le fait de façon progressive, mais pour cette rentrée, nous voulons généraliser cette formation professionnelle à tous les centres et établissements de formation professionnelle. En dehors de ça, il y a l'amélioration de la qualité de la formation à travers la formation initiale et le renforcement de capacité des formateurs. Il y a également l'augmentation de la capacité d'accueil. Nous comptons réhabiliter certains établissements, en construire d'autres. Il y a l'augmentation du taux de filles dans les filières industrielles. C'est vrai que depuis quelques années, on a constaté une certaine évolution, mais il faut dire que ce n'est pas encore l'objectif qu'on poursuit et donc on va renforcer cela également pour amener beaucoup plus de filles vers les filières industrielles. Il y a la prise en compte effective également d'une inclusion dans la formation technique et la formation professionnelle et qui dit qualité parle également des curricula de formation, donc il faut la révision de certains programmes de formation, la digitalisation du sous-secteur. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de formation, on ne peut pas parler d'enseignement technique de développement sans digitalisation. Donc, ça fait partie des défis qui sont au cœur du système ETFP pour cette année. Et enfin, la mobilisation des ressources financières et matérielles, car comme on le dit, l'enseignement technique et la formation professionnelle coûtent cher. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts et il faut apprécier ces efforts constants. Cette année encore, on vient de mettre à notre disposition 422 nouveaux enseignants et formateurs pour renforcer l'effectif existant. Ça vient combler un déficit au niveau de ces formateurs-là. Mais au niveau de l'enseignement technique, il y a une multitude de spécialités avec des spécificités. Et le sous-secteur a toujours des besoins de formateurs. L'effectif des formateurs actuellement est à 2200 enseignants, dont 288 femmes.
Oui, on peut dire que des manuels scolaires sont disponibles parce qu'au niveau de l'enseignement technique, pour certaines spécialités, par rapport donc à certains programmes, nous, on ne parle pas beaucoup de manuels scolaires, on parle des guides d'apprentissage, on parle des livrets de formation, surtout lorsqu'on est dans la formation professionnelle. Et il faut dire que la plupart de ces référentiels sont disponibles. D'autres sont en cours d'actualisation pour la rentrée scolaire 2025-2026. Mais au-delà de ce que nous avons directement, il y a des manuels étrangers qui viennent. Dans ces conditions, nous étudions d'abord ces manuels-là pour voir si cela répond aux objectifs que nous assignons donc à nos formations. Les efforts se poursuivent encore pour que d'autres manuels soient édités, des référentiels soient édités au profit donc des enseignants et des apprenants. La formation professionnelle en enseignement technique, c'est essentiellement de la pratique. Et donc, du coup, il y a une amélioration continue des plateaux techniques des établissements et centres de formation. Il y a également des améliorations dans la dotation en matière d'œuvre parce qu'ils travaillent sur des matières d'œuvre. On essaie quand même de mettre le minimum à leur disposition pour le travail, le renforcement des capacités des enseignants également, mais surtout c'est parce que nous savons toujours que ces matières d'œuvre, ces équipements sont insuffisants. Nous mettons essentiellement l'accent sur l'alternance. Des conventions sont signées pour qu'au-delà des pratiques qu'ils font, les apprenants puissent toucher du doigt les réalités de terrain en allant dans les entreprises pour se faire former. Aujourd'hui, pour la plupart de nos établissements, je l'ai dit tout à l'heure que c'est ça qui va être généralisé, on voit qu'ils passent un temps à l'école et un temps en entreprise. Et quand nous parlons d'entreprise au niveau de l'enseignement technique, ce n'est pas seulement les grandes entreprises, mais même les petites et moyennes entreprises. Et ce sont les réalités de terrain qui leur permettent maintenant d'acquérir et de développer les compétences dont ils ont besoin. Cette convention se fait dans un cadre de partenariat public et privé qui nous permet de placer nos apprenants en stage pratique dans ces entreprises-là. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une nécessité. Le fait d'avoir un cahier qui porte les emblèmes, qui porte les symboles de la République, l'hymne national et tout, ça vous permet, le fait de regarder cela chaque année, ça vous permet de maîtriser l'essentiel pour votre pays. Aujourd'hui, on parle de civisme et tout. Il faut quand même que l'apprenant sache quelle est la mémoire de son pays, etc. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais nous pensons que ça peut les aider énormément à connaître les symboles de son pays. Maintenant, les fournitures scolaires qu'on a publiées, ces fournitures également, ce ne sont pas obligatoires, mais c'est pour alléger un tant soit peu la charge aux parents, parce que parfois les parents ne savent pas quoi acheter et autres, et on va dans les diversions pour se rendre compte après que c'est vraiment l'essentiel. Donc, ce que nous voulons faire, c'est de donner l'essentiel pour que les parents aient une idée précise de ce dont son apprenant a besoin ou son enfant a besoin pour démarrer l'année ou bien pour travailler durant l'année. Je voudrais saluer l'engagement de tous les acteurs de l'éducation, notamment les enseignants, les parents d'élèves, les partenaires et même les apprenants, parce que c'est eux qui contribuent chaque jour à l'amélioration de notre système. J'aimerais également apprécier le gouvernement sous l'impulsion du président du Conseil, son Excellence M. Foreso Zimna Gnassingbé, qui reste déterminé à investir dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, car c'est un pilier essentiel pour l'employabilité des jeunes et pour le développement de notre pays. J'invite donc pour cette rentrée chacun à continuer de travailler avec abnégation pour bâtir un système éducatif inclusif, moderne, performant pour le bonheur de nous tous.